Notre chaîne explore les mystères du futur et les possibilités infinies que nous réservent les prochaines décennies. Que vous soyez passionné par les avancées technologiques, l'exploration spatiale, ou les innovations sociales, Millennium Destiny est là pour vous guider à travers les découvertes qui façonneront notre monde demain. Abonnez-vous pour des analyses approfondies, des discussions fascinantes et un regard unique sur ce que l'avenir nous réserve. Préparez-vous à voyager dans le temps et à découvrir le futur dès aujourd'hui. Ainsi, nous faisons beaucoup de bonnes choses chez SpaceX. Starlink, par exemple, est incroyable, fournissant de la connectivité partout dans le monde et finançant une grande partie de ce que nous faisons ici. Le Falcon 9 est le principal véhicule de lancement pour la Terre, effectuant plus de lancements non SpaceX que tout autre. Cependant, le Starship est la première fusée réellement capable de rendre la vie multiplanétaire, où le succès est l'un des résultats possibles. Aucune fusée avant celle-ci n'avait le potentiel d'étendre la vie à une autre planète. Je vais maintenant être un peu ésotérique pendant une minute, car cela peut sembler un peu inhabituel. Mais quand on réfléchit à la question de savoir où sont les extraterrestres, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est comme le paradoxe de Fermi, où sont les extraterrestres? Je n'ai vu aucune preuve qu'il y a des extraterrestres sur Terre. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des extraterrestres sur Terre, et je me dis, génial, j'aimerais en rencontrer un. Pendant un moment, quand je faisais ma demande de carte verte et tout ça, il était écrit Alien Registration Card, et je me disais, d'accord. Mais cette question de savoir où sont les extraterrestres est, je pense, très profonde, car je n'ai connaissance d'aucune preuve d'extraterrestres, ce qui signifie que je pense que nous sommes probablement seuls. Et si l'on regarde l'histoire de la Terre, combien de temps la Terre a-t-elle existé? En supposant que la physique soit correcte, l'univers a environ 13,8 milliards d'années. La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Quand on pense à l'ancienneté de la civilisation, je pense que le bon point de référence pour la civilisation, selon moi, ou un bon point de référence, serait l'avènement de l'écriture. La première écriture est généralement attribuée aux anciens Sumériens. Où sont-ils maintenant? Ils ont disparu, mais c'était il y a environ 5500 ans, c'était l'écriture cunéiforme. En fait, je suggère de lire sur l'histoire de l'écriture, c'est un sujet fascinant. Si l'on considère que la civilisation nécessite l'écriture, celle-ci n'existe que depuis un peu plus de 5000 ans sur les 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre et les 13,8 milliards d'années de l'univers. Toute la civilisation humaine est donc essentiellement un clin d'œil, une fraction de seconde, presque rien. Et je pense que cela signifie probablement que la conscience est incroyablement rare, et peut-être éphémère, qu'elle ne dure peut-être pas très longtemps. Sinon, je pense que nous aurions vu des extraterrestres, ou du moins des signes d'extraterrestres. L'explication la plus probable est que la conscience est si rare et qu'elle ne s'étend peut-être pas à une autre planète, ni à un autre système stellaire. En fin de compte, si nous parvenons à devenir une civilisation capable de voyager dans l'espace, une espèce multiplanétaire et finalement une espèce multistellaire, et que nous allons explorer tous ces systèmes stellaires, je pense que nous pourrions découvrir de nombreuses civilisations monoplanétaires depuis longtemps éteintes. Comme je l'ai déjà dit, nous ne voulons pas être l'une de ces civilisations monoplanétaires éteintes. Nous voulons être une civilisation multiplanétaire, en fin de compte.
une civilisation multistellaire, être parmi les étoiles, et transformer la science-fiction en réalité pour toujours. C'est un peu comme rendre Star Trek réel. C'est pourquoi je pense qu'il y a une grande urgence à rendre la vie multiplanétaire. C'est la première fois dans l'histoire de la Terre, qui dure depuis 4,5 milliards d'années, qu'il est possible d'étendre la vie consciente au-delà de la Terre. Et nous devons le faire tant que la civilisation est encore forte. C'est donc l'objectif primordial de l'entreprise, étendre la vie de manière durable sur une autre planète. Mars est vraiment la seule option, et idéalement, nous devrions le faire avant la Troisième Guerre mondiale ou quelque chose de grave. L'élément clé est que nous devons avoir suffisamment de personnes et de tonnage sur Mars pour que Mars puisse survivre et continuer la conscience, même si quelque chose arrivait à la Terre. Évidemment, je ne parle pas d'abandonner la Terre ou quoi que ce soit de ce genre. Nous voulons que la Terre soit aussi bonne que possible pour le plus longtemps possible, mais il y a certaines choses qui peuvent être hors de notre contrôle. Nous voulons donc faire de Mars une civilisation autosuffisante aussi rapidement que possible, et je pense que cela peut être fait en environ 20 ans. Donc, cette énorme usine de Starship que nous construisons est évidemment essentielle pour cela, ainsi que les sites de lancement que nous construisons ici, au Cap et ailleurs à l'avenir, seront également cruciaux pour cela. Passons donc en revue cela. This is the final go, no go poll for Flight 3 of Starship. ABI 2? Go. Stage 1? Go. Stage 2? Go. Flight directors, go for launch. We have liftoff. Vehicles pitching downrange. Max Q. Vehicle supersonic. Stage separation. Et félicitations les gars, vous l'avez fait. C'est incroyable, je veux dire, on dirait du CGI. C'est difficile de croire que c'est une vidéo non filtrée, c'est vraiment ce que la caméra a vu, sans filtre, rien. C'est vraiment ce que la caméra a capturé, ce qui est insensé. Vous faites un travail incroyable que presque personne ne pensait possible.
C'est fou que cet endroit étrange, essentiellement une fosse de sable près du Rio Grande, près de la plage, soit en fait la porte d'entrée vers Mars. Si c'était un film, vous diriez, non, impossible, trop invraisemblable. Mais c'est réel et c'est grâce à vous. Félicitations, voici une comparaison côte à côte des 3 vols. Vous pouvez voir que notre poussée par rapport au poids s'est améliorée de manière significative. Donc, nous avons fait d'énormes progrès du vol 1 au vol 2, puis au vol 3, et nous avons le vol 4 qui arrive dans environ un mois. Avec le vol 4, si la chance nous sourit, nous passerons par le régime de haute chaleur et nous nous écraserons dans l'océan à un endroit contrôlé. Et nous espérons également pouvoir faire cela avec le booster, en le faisant atterrir sur une tour virtuelle. Si l'atterrissage sur la tour virtuelle avec le booster fonctionne, alors nous essaierons avec le vol 5 de revenir et d'atterrir sur la tour. C'est un calendrier très orienté vers le succès, mais cela reste dans le domaine du possible. Je dirais que les chances de réellement pouvoir attraper le booster avec les bras de Meshazia cette année sont probablement de 80 à 90%. Ce qui est fou, car quand nous en avons parlé pour la première fois, cela semblait totalement insensé. Nous allons avoir un géant, littéralement plus grand que Meshazia dans le film, qui attrapera le plus gros objet volant jamais construit avec des bras mécaniques depuis les airs, mais nous allons le faire. Cela ne marchera peut-être pas forcément du premier coup, mais cela fonctionnera. Donc, en réalité, Starship est vraiment la clé pour rendre la vie multiplanétaire et préserver la lumière de la conscience. C'est de cela qu'il s'agit. Et cela pourrait finir par être la chose la plus importante que nous ayons jamais faite, je pense. La lumière de la conscience est comme cette petite bougie dans une immense obscurité, et cette bougie n'est allumée que depuis très peu de temps et pourrait facilement s'éteindre. Nous voulons évidemment préserver cette minuscule lumière de la conscience sur Terre, mais aussi l'étendre à Mars, puis finalement au reste du système solaire, et commencer à aller vers d'autres systèmes stellaires. Je ne serais peut-être pas autorisé à voir cela, à moins d'être gelé ou quelque chose comme ça, je suppose. Mais je pense qu'à un moment donné, nous découvrirons de nombreuses civilisations qui ont peut-être duré 1 million d'années, ou 2 millions d'années, ou 10 millions d'années. Une civilisation qui a duré 1 million d'années serait bien plus longue que la nôtre. Je veux dire, ce n'est que la 3e virgule décimale, donc environ 13,8 milliards quelque chose d'années. Si votre civilisation dure 1 million d'années, cela ne modifie que la 3e décimale, cela augmente d'1, et cela représente 1 million d'années. Donc, je veux dire, nous devrions réfléchir à la façon de faire durer la civilisation 1 million d'années. Nous sommes souvent pris dans les détails du quotidien, mais nous voulons qu'elle dure au moins 1 million d'années, voire 100 millions ou 1 milliard d'années. Donc, il est absolument crucial pour cet objectif de devenir une espèce multiplanétaire. Les gens demandent souvent pourquoi Mars. Eh bien, franchement, il n'y a pas beaucoup d'options.
Venu est un bain d'acide à haute pression superchauffé, donc ce n'est pas une bonne option. Et puis la Lune est proche, mais elle n'a pas d'atmosphère, sa gravité est seulement un sixième de celle de la Terre et elle manque de nombreuses ressources clés. La valeur isolante de la Lune par rapport à Mars est beaucoup moins élevée. Donc, s'il se passe quelque chose sur Terre, comme disons une troisième guerre mondiale, une guerre thermonucléaire mondiale, ils jetteront probablement quelques bombes sur la Lune, alors qu'il est beaucoup plus difficile de toucher Mars avec des armes nucléaires, et Mars verrait probablement venir l'attaque et aurait probablement un certain temps pour arrêter les missiles entrants. Donc, la valeur de Mars, la difficulté ou la distance et le temps nécessaire pour arriver à Mars, a en fait un avantage isolant pour la continuation de la conscience, même en cas de catastrophe sur Terre. Et puis, une fois que nous allons au-delà de Mars, il y a des astéroïdes comme Cérès, et certaines des lunes de Jupiter, comme Europa, qui pourraient éventuellement atteindre n'importe quel endroit dans le système solaire. Ensuite, nous aurons besoin d'un nouveau niveau de technologie pour aller vers d'autres systèmes stellaires, mais si nous ne pouvons même pas atteindre Mars, les autres systèmes stellaires sont désespérés. C'est un peu une ruine de planète, d'accord, elle a besoin de travail, mais c'est vraiment la seule option pour devenir multiplanétaire. À long terme, nous pourrions réchauffer Mars, densifier son atmosphère et avoir un océan liquide sur environ 40% de la surface, ce qui en ferait une planète semblable à la Terre. Nous avons appris énormément depuis les débuts de l'entreprise. Au début, nous étions incapables de mettre même une petite fusée en orbite, et maintenant nous avons réalisé 327 lancements réussis, presque 300 atterrissages en fait. Donnez-nous quelques semaines et nous aurons réalisé 300 atterrissages. Nous avons également effectué 261 vols de réutilisation. On m'a souvent dit que la réutilisation était impossible, et même si elle était réalisable, il n'y aurait aucun intérêt car personne ne voudrait utiliser des fusées de cette manière. Mais maintenant, nous lançons et atterrissons régulièrement le booster, et nous récupérons également le carénage. Nous avons donc beaucoup appris du programme Falcon, qui alimente maintenant le programme Starship. Falcon et Starlink sont ce qui maintient évidemment l'entreprise en marche. J'aimerais juste féliciter l'équipe Falcon pour le travail incroyable qu'ils réalisent. Et puis, Dragon, waouh, 45 lancements de Dragon. C'est incroyable. Nous avons volé 50 membres d'équipage vers l'orbite, 46 vers la station spatiale, et tout le monde est rentré chez eux en toute sécurité, ce qui est le plus important. Donc, un travail incroyable de l'équipe de Dragon. Donnons-leur une ovation, on ne pouvait pas espérer un meilleur résultat. Et Starlink, en regardant le nombre de satellites en orbite autour de la Terre, ça fait un peu peur, mais il y a plus de 6000 satellites en opération, plus de 10 000 lasers et presque 3 millions de clients. Starlink fait beaucoup de bien pour les personnes sur Terre qui n'ont pas accès à Internet ou pour qui c'est très cher. Donc, il fait beaucoup de bien sur Terre, parce que lorsque je dis que nous voulons être une espèce multiplanétaire, nous voulons évidemment que la Terre soit aussi bonne que possible et que Mars soit formidable. Starlink fait énormément pour cela, et nous apprenons beaucoup en ayant cette grande flotte.
Starlink sera également très important pour les communications à haut débit vers et sur Mars. Depuis une petite fusée jusqu'au Falcon 9, qui est une fusée beaucoup plus grande, en passant par de nombreuses itérations du Falcon 9, puis Falcon Heavy, et le Starship, qui deviendra évidemment beaucoup plus gros. Cette année, si tout se passe comme prévu, SpaceX effectuera probablement 90% de tous les lancements en orbite terrestre basse, la Chine en fera environ 6%, et le reste du monde environ 4%, ce qui est assez impressionnant. Et une fois que le Starship volera, nous effectuerons plus de 99% de tous les lancements en orbite basse. C'est nécessaire pour construire une ville sur Mars, et nous construirons également une base lunaire en cours de route. Vous pouvez voir que Falcon 1 transportait environ une demi-tonne en orbite, une légère erreur sur le diaporama. Falcon 9, en mode non réutilisable, pourrait transporter environ 25 tonnes en orbite. Et Falcon Heavy, probablement autour de 70 tonnes. Ce ne sont que des chiffres qui augmentent rapidement, et le Starship, dans sa configuration finale, transportera probablement bien plus de 200 tonnes en orbite, avec une réutilisabilité totale, et pourra voler plusieurs fois par jour. Je suis donc assez confiant que nous réaliserons cela cette année. Comme je l'ai dit, probablement 80 à 90% cette année. Ensuite, il y a la récupération et la réutilisation du vaisseau, ce qui prendra plus de temps. Je pense que pour le vaisseau, nous voudrons avoir au moins 2 succès consécutifs avec un design donné, qui atterrissent à un point spécifique dans l'océan ou s'écrasent à un point spécifique dans l'océan, avant d'essayer de le ramener sur le site de lancement. Parce que nous ne voulons pas que des débris tombent sur le Mexique ou les États-Unis. Je pense donc que l'année prochaine, nous pourrons probablement réutiliser Starship, mais je pense qu'il est très probable que cette année, nous amènerons Starship ou la partie navire à un point contrôlé dans l'océan et la ferons atterrir sur une sorte de tour virtuelle quelque part dans le Pacifique ou l'océan Indien. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons effectuer la phase finale de l'atterrissage, donc venir d'une position ventrale d'abord à une rotation du vaisseau et un atterrissage vertical, nous l'avons prouvé ici. Donc, ce que nous devons vraiment, c'est être confiants que nous pouvons traverser de manière fiable la phase de forte chauffe de la rentrée atmosphérique, puis nous ramènerons le vaisseau et il atterrira également sur la tour. Nous allons construire plus de Meshazia, donc il y aura 2 tours de lancement ici, et je pense ensuite 2 tours de lancement au Cap également. Donc, nous aurons 4 tours de lancement pour Starship probablement d'ici l'année prochaine.
Nous visons à avoir le premier système de lancement au Cap opérationnel vers le milieu de l'année prochaine, et cela sera important pour les lancements avec des azimuts qui survolent les terres. Je pense donc que ce que nous devrions probablement attendre, c'est que nous effectuions les lancements de développement ici, testions tout ce qui est nouveau ici, construisions les fusées, et ensuite probablement que la plupart des lancements opérationnels seront depuis le Cap. Donc, cette année, nous prévoyons de construire environ 6 autres boosters et vaisseaux, et ce taux de production augmentera beaucoup l'année prochaine. C'est pourquoi nous construisons cette immense usine. À terme, nous devrons construire beaucoup plus de vaisseaux que de boosters, surtout pour Mars, car vous voudrez en fait utiliser le vaisseau, le démonter et utiliser ses matériaux bruts sur Mars, car les matériaux du vaisseau seront si précieux. La plupart des vaisseaux ne seront pas ramenés, ils seront simplement utilisés pour les matériaux bruts. À terme, nous voudrons ramener des vaisseaux, et je pense que nous voulons donner aux gens l'option de revenir, car ils seront plus susceptibles de partir s'il y a une possibilité de revenir. Mais je pense que la plupart des gens qui iront sur Mars ne reviendront probablement jamais sur Terre. Nous devrons donc augmenter considérablement la production, jusqu'à plusieurs vaisseaux par jour, essentiellement. L'année prochaine, nous visons à démontrer le transfert de propulseurs entre vaisseaux, ce qui peut sembler un peu ennuyeux, car il s'agit de 2 vaisseaux se connectant et effectuant un transfert de fluide. Mais c'est en fait une étape très importante pour aller sur Mars, car vous devez mettre le vaisseau en orbite et ensuite effectuer un ravitaillement orbital, un peu comme le ravitaillement en vol. Et pour le programme Artemis, pour retourner sur la Lune, cela sera également très important. Nous voulons donc avoir un vaisseau spécialisé pour la Lune. Évidemment, il n'y a pas de Meshazia sur la Lune, donc nous aurons besoin de pieds d'atterrissage, et vous n'avez pas besoin de bouclier thermique ni d'aileron car il n'y a pas d'atmosphère. Le vaisseau lunaire sera spécialisé. À long terme, nous voulons construire une base lunaire, Alpha, et avoir une base occupée en permanence sur la Lune, ce qui serait très excitant. Donc, vous aurez un tas de vaisseaux spécialisés pour aller de et vers la Lune, mais ils ne reviendront jamais sur Terre, ils se connecteront simplement avec des ravitailleurs en orbite pour le ravitaillement. En ce qui concerne les performances, nous avons réalisé des progrès remarquables à tous les niveaux pour Starship. C'est remarquable de voir comment les moteurs Raptor ont évolué, passant de 185 tonnes à 280 tonnes de poussée, et finalement, nous viserons probablement à obtenir plus de 330 tonnes de poussée pour les moteurs du booster, ce qui signifierait 10 000 tonnes de poussée au total. Et puis le Raptor 3 n'aura pas non plus besoin de bouclier thermique, donc le Raptor 3 semble très simple, et il est en fait simplifié de nombreuses manières. Mais une grande partie de la complexité est cachée, car nous avons des canaux de refroidissement intégrés dans de nombreuses parties du moteur qui n'existent pas dans le Raptor 2. Pour ne pas avoir besoin de bouclier thermique, il doit être très résilient. Mais c'est en fait à quoi ressemble le Raptor 3.
Le Raptor 3 semble manquer de nombreuses pièces, mais en réalité, ces pièces ont soit été supprimées, soit intégrées dans le système, comme je l'ai dit, avec des canaux de refroidissement intégrés. Et là où il est nécessaire d'avoir une plomberie secondaire, cette plomberie secondaire a également été intégrée dans la pompe et dans la jaquette de la chambre de combustion. Et oui, donc c'est beaucoup plus simple. Eh bien, c'est en fait extrêmement difficile de construire le Raptor 3, mais il sera facile à intégrer, et nous aurons une performance plus élevée et une masse totale plus faible, et il sera plus fiable. Donc, cela peut durer un moment. Je trouve intéressant de regarder la flamme du Starship et sa longueur. C'est une très longue flamme, ce qui est dû au fait que la pression de la chambre expulse beaucoup plus de gaz à une vitesse plus élevée. Mais je pense que la flamme mesure peut-être 1000 pieds de long, soit plus de 2 fois la longueur de la fusée. Et à mesure que nous augmenterons la poussée, elle deviendra encore plus longue. Donc oui, et inévitablement, la fusée grandit en hauteur. Starship 2 visant actuellement un vol de 3 serait d'environ 40 ou 50 tonnes en orbite. Le design actuel de Starship 2 sera de plus de 100 tonnes, et ensuite le Starship 3 serait de plus de 200 tonnes. Et oui, on passe d'environ 7000 tonnes de poussée à plus de 8000, mais je pense qu'on finira par avoir plus de 10 000 tonnes de poussée. Probablement 7 ou 8 000 tonnes de masse au lancement et au moins 10 mètres de plus en hauteur. On verra, ça va croître. Exactement, cela va probablement croître encore plus que ça. Si vous regardez le Falcon 9, nous n'allons pas faire la longueur par rapport au diamètre du Falcon 9, ce serait insensé, mais le Falcon 9 est une fusée très longue. Donc, je pense que ça sera probablement un peu plus long que ça, mais avec 200 tonnes par vol, entièrement réutilisable, c'est assez incroyable. Oui, ce sera de l'ordre de 500 pieds de haut. Et puis, il y a des milliers d'améliorations de design ici. Je pense que l'une des choses les plus profondes est que le Starship 3 coûtera moins par vol que le Falcon 1. C'est la différence entre une fusée entièrement réutilisable et une fusée jetable. La fusée entièrement réutilisable avec un carburant à faible coût et une pressurisation autogène coûte en fait moins cher qu'une petite fusée jetable. Comme je l'ai dit, le Falcon 1 peut emporter environ une demi-tonne en orbite, le Starship 3 pourra emporter 400 fois plus de charge utile pour moins que le coût d'un Falcon 1. Finalement, je pense que nous pourrions être capables de réduire le coût par vol en orbite terrestre à environ 2 ou 3 millions de dollars. Ces chiffres sont inimaginables. Personne ne pensait que cela était possible, mais nous ne brisons aucune loi de la physique pour y parvenir. Donc, sans briser la physique, nous pouvons faire cela. Les missions vers Mars sont espacées de 2 ans ou 26 mois. Si vous regardez de près le routeur Starlink,
Vous verrez le transfert de Oman de l'orbite terrestre à l'orbite martienne, et cela signifie en gros que le système Starlink que vous achetez aide à amener l'humanité sur Mars. Je trouve ça plutôt cool. Donc, environ tous les 2 ans, des milliers de vaisseaux partiraient de la Terre vers Mars. Ça ressemblerait à Battlestar Galactica, mais en bien. Espérons-le sans être poursuivis par les Cylons. Ce serait incroyable de voir ces milliers de vaisseaux partir tous les 26 mois pour Mars. Ce diagramme montre en gros que pour aller sur Mars, nous devons... Essentiellement, nous devons créer une sorte de vaisseau-dépôt de propulseur. Le dépôt de propulseur ressemblerait plus à un hot dog qu'à une sphère. C'est vraiment juste un long vaisseau avec beaucoup d'isolation. Nous remplissons ce vaisseau, puis peu avant ou au moment du départ pour Mars, les vaisseaux décolleraient avec quelques centaines de tonnes de charge utile depuis la Terre, atteindrait l'orbite avec presque aucun propellant, puis seraient remplis par le vaisseau-citerne et ensuite iraient sur Mars. Ils atterriraient sur Mars avec plus de 200 tonnes de charge utile. Au début, sur Mars, nous réutiliserions simplement les matériaux des vaisseaux, donc la plupart des vaisseaux ne reviendraient pas. Mais au fil du temps, vous voudriez ramener les vaisseaux pour pouvoir les réutiliser, et pour cela, nous devrions créer du méthane et de l'oxygène sur Mars, ce que vous pouvez faire avec de l'eau et du dioxyde de carbone. L'atmosphère est composée de CO2 et il y a beaucoup de glace d'eau, donc c'est comme fait sur mesure. En fait, la raison pour laquelle nous avons un système à méthane et oxygène est que vous pouvez facilement produire du méthane et de l'oxygène sur Mars. Ce n'est pas une promenade de santé totale, mais les ingrédients sont facilement disponibles pour créer du méthane et de l'oxygène sur Mars. Donc, vous construisez un dépôt de propulseurs, ramenez les vaisseaux et construisez aussi rapidement que possible une civilisation autosuffisante sur Mars. Nous voulons que le coût pour aller sur Mars soit tel que presque tout le monde puisse se le permettre. Si quelqu'un travaille dur sur Terre et économise, il pourrait aller sur Mars. L'idéal serait que presque tout le monde puisse aller sur Mars. Je pense que beaucoup de gouvernements sponsoriseront également des personnes. En fin de compte, nous voudrons atterrir dans une zone optimale sur Mars où vous avez des ressources. Vous devez avoir accès à l'eau ou à la glace d'eau, ne pas être trop près des pôles pour pouvoir utiliser l'énergie solaire. Il serait bien d'utiliser le nucléaire, même si je ne sais pas si nous obtiendrons l'autorisation, mais le nucléaire serait très utile sur Mars parce que vous pouvez utiliser la chaleur et générer de l'électricité. Ensuite, vous voudriez être à environ 2 km en dessous du niveau de la mer. Si Mars avait un océan, vous seriez assez profondément dans l'océan, du moins au début. En ce qui concerne Mars, nous voudrions atterrir à mi-chemin entre le pôle et l'équateur, dans une région profonde de Mars. Plus c'est profond, plus vous pouvez utiliser l'atmosphère pour freiner et plus la densité atmosphérique est élevée. Ce sont toutes les choses que nous devons développer. Les gens me demandent si nous développons ces choses et je réponds que non, pas encore, car c'est la charrette et nous avons besoin du cheval en premier. La fusée est le cheval, et ensuite vient la charrette. Mais, en fin de compte, nous aurons besoin de tout cela, beaucoup de génération d'énergie, des mines en général, l'exploitation de la glace, la production de propellants, le support de vie de longue durée, beaucoup de construction et la communication globale. Je pense que cela ouvrirait beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs qui veulent créer des choses sur Mars, que ce soit un dépôt de propellants, que nous devrons probablement faire, ou bien le raffinage du fer, une pizzeria ou un bar. Il y aura une opportunité de faire toutes les choses que nous aimons sur Terre, sur Mars, comme un bar sur Mars. Ce serait génial.
Je pense qu'un ordre de grandeur approximatif pour le nombre de personnes nécessaires pour une ville autosuffisante serait d'environ 1 million, et plusieurs millions de tonnes de cargaison. Ce que nous pouvons faire en 20 ans. Mais comme je l'ai dit, pour que ce soit autosuffisant, il vous faut en fait toute la base de l'industrie. Vous ne pouvez pas manquer d'un élément. C'est vraiment ce qui prendra du temps, avoir tout ce dont vous avez besoin pour survivre sur Mars. À ce moment-là, l'avenir de la conscience est assuré. Si vous faites 10 lancements par jour avec 200 tonnes par lancement, cela fait 1,5 million de tonnes en orbite terrestre basse par opportunité. Cela se traduit par 1 million de tonnes vers Mars par opportunité. Cela signifie que vous pouvez atteindre 1 million de tonnes en environ 8 ans, puisque les opportunités sont espacées de 2 ans. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable, et nous allons vraiment le faire. Nous allons réellement le faire, ce qui est insensé à penser. Des millions de tonnes vers Mars, c'est sauvage. Nous allons construire beaucoup de véhicules. Nous aurons besoin de plusieurs milliers de véhicules par an, ce qui est en fait tout à fait faisable. Cela semble beaucoup, mais c'est très faisable si vous comparez cela à la production automobile. Bien sûr, c'est beaucoup plus grand qu'une voiture, mais même en regardant le tonnage total, c'est très faisable de construire plusieurs milliers de véhicules par an. Donc, c'est ce que nous devons faire et nous allons le faire. À long terme, nous aurons probablement des sites de lancement offshore. Vous pouvez imaginer tous ces starships attendant un peu que les planètes s'alignent, puis cette gigantesque flotte stellaire décollant pour Mars. Donc, nous allons vraiment le faire. Quand vous pensez à d'où nous sommes partis, c'était littéralement juste un banc de sable où nous nous trouvons maintenant. Regardez ce que nous avons accompli ici. Nous avons réalisé 3 vols de Starship et un 4e est en préparation. Nous construisons une usine gigantesque qui pourra produire un nombre massif de vaisseaux. C'est surréaliste, mais c'est réel. Nous allons emmener l'humanité sur Mars et je suis convaincu que nous pouvons le faire. Merci d'avoir regardé notre vidéo.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir les notifications. À bientôt.